Le SS Euromedon est un vaisseau fantôme qui, d'après de nombreuses sources, est devenu une épave dans les eaux indonésiennes après que son équipage au complet est mort dans d'étranges circonstances. L'affaire aurait débuté entre juin 1947 et février 1948 lorsque deux navires commerciaux américains, entre autres, traversant le détroit de Malacca situé au sud de la Thaïlande au milieu de l'archipel indonésien qui aurait capté des signaux de détresse en morse sur leur radio. Il s'agissait d'un message envoyé en anglais par un opérateur radio à bord du cargo allemand Euromedon, qui commençait ainsi: tous les officiers sont morts, y compris le capitaine, qui gisent dans la salle des machines et sur le pont. Probablement ils sont tous condamnés à mort. Poursuivi d'une série de signaux incompréhensibles et un message final: je meurs. Lorsque le Silver Star, l'un des navires qui avait capté le signal de détresse, arriva sur le lieu de l'émission mystérieuse, l'Euromedon dérivait intact, avec sa chaudière toujours active, mais en l'abordant, les marins n'y découvrirent qu'un tapis de cadavres de la passerelle jusqu'à la cale, y compris celui du chien de bord. Tous étaient figés dans un rictus terrifiant et regardaient le ciel, alors qu'aucune trace de blessure ou de maladie ne semblait avoir pu causer un tel carnage. Un incendie éclata alors dans la salle de machine ou la cale que plus personne n'entretenait, ce qui a forcé l'équipage de Silver Star à regagner précipitamment leur bateau et finit par produire une explosion qui fit rapidement sombrer l'Euromedon dans les eaux indonésiennes. La combustion humaine spontanée. On parle de la combustion spontanée lorsqu'un être humain brûle de l'intérieur sans qu'aucun élément extérieur à part soit en cause. L'environnement reste intact ou peu touché, alors que le corps peut finir en cendres. La croyance en la possibilité d'un tel phénomène repose sur deux sortes d'incidents peu fréquents. Plusieurs témoignages des gens prétendant avoir vu de leurs propres yeux une personne prendre feu sans raison explicable. Le phénomène est typiquement décrit comme très rapide, la personne atteinte semblant entrer en transe, mais le corps n'est pas systématiquement réduit en cendres. Deux cas récents dans les années 1950 et les années 1980 concernant deux jeunes filles ayant pris feu respectivement dans une salle de bal et une discothèque n'ont pas fait disparaître le corps. La première victime serait morte dès ses brûlures à l'hôpital et la seconde aurait survécu en gardant quelques traces. Dans les cas connus, il a été révélé que les victimes des combustions spontanées étaient souvent des personnes âgées et seules, ou de plus jeunes personnes suicidaires. Nombreux étaient alcooliques. Selon certains, à leur état de santé grandement affaibli s'ajoutaient des facteurs psychologiques, comme la dépression ou la solitude. Les corps découverts entièrement ou partiellement réduits en cendres sont généralement présentés comme inexplicables, donc impliquant une cause paranormale comme la combustion humaine spontanée. La pluie gélatineuse et toxique. L'an 1994, dans la petite ville d'Oakville, dans l'état de Washington, qui compte environ 600 habitants, qui est réputée pour ses pluies fréquentes. Mais l'histoire mystérieuse qui va se dérouler durant 3 semaines en août 1994 va terroriser la population. Quand l'eau commence à s'abattre sur la ville le 7 août 1994, personne ne s'inquiète jusqu'à ce que l'on s'aperçoive que ce n'est pas de l'eau de pluie. Ce sont des mini-gouttes poisseuses des couleurs blanches qui forment un torrent et recouvrent bientôt 50 km² de terrain, apportant avec elles un véritable fléau. Maurice Gobel, habitant de la ville, déclare que lui, sa femme et sa fille sont tombés malades, ainsi que tous les habitants d'Oakville. Beverly Robert déclare elle aussi que tous les habitants sont tombés malades. Un virus très violent qui n'a pas duré 7 jours, mais plutôt 3 mois. C'est un policier local qui rapporte le premier ces intempéries. L'officier David Lassay est en patrouille avec un ami civil à 3 h du matin lorsque l'averse commence. La pluie est étrange et les deux hommes commencent à se poser des questions. Ils mettent en marche les essuie-glaces et cette étrange substance commence à s'étaler sur le pare-brise de la voiture. L'officier Lassay s'arrête dans une station de service pour décrasser son pare-brise et enfile des gants en latex pour ne pas prendre du risque. Il déclare que la substance était très pâteuse, comme s'il avait de la gelée dans les mains. Les animaux échoués. On parle d'échouage individuel lorsqu'un animal seul vient s'échouer sur le rivage. Ce phénomène peut survenir pour plusieurs raisons. Des dauphins, des baleines, des marsouins et même des phoques
peuvent s'échouer lorsqu'ils sont perdus, malades ou blessés. Les animaux sévrés ont parfois des difficultés à survivre seuls et peuvent finir par s'échouer à cause de leur manque d'expérience. Les animaux plus vieux peuvent également mourir de causes naturelles et venir s'échouer. Malheureusement, l'activité humaine n'est pas dénuée des conséquences sur le mammifère marin et certains d'entre eux s'échouent ou meurent du fait des interactions avec l'homme. Parmi celles-ci, on retrouve l'enchevêtrement dans les filets de pêche et les débris marins, les collisions avec les bateaux, les coups de feu et les harcèlements de la part des promeneurs pourtant bien intentionnés. Au cours des 10 dernières années, près de 7% des mammifères échoués que nous avons secourus dans la région avaient été affectés d'une manière ou d'une autre par l'activité humaine. Le Chevalier Noir. Le Chevalier Noir, ou le Black Knight Satellite en anglais, est un satellite artificiel hypothétique qui, d'après des ufologues et des adeptes de théorie du complot, serait un objet d'origine extraterrestre âgé d'environ 13 000 ans et en orbite quasi polaire autour de la Terre. L'histoire du Chevalier Noir remonte jusqu'en 1954, alors que plusieurs journaux, dont le St. Louis Post-Dispatch, rapportent le témoignage de Donald Keogh. C'est un militaire à la retraite et chasseur d'ovnis, qui aurait affirmé que l'US Air Force avait déclaré avoir détecté 2 satellites en orbite terrestre, alors qu'à l'époque, personne n'avait la technologie pour lancer un satellite. En février 1960, un autre témoignage affirme que l'US Navy a détecté un objet sombre sur une orbite inclinée de 79 degrés par rapport à l'équateur et ayant une période de 104,5 minutes. À l'époque, la Navy suivait la trajectoire d'un fragment de l'enveloppe de lancement du satellite Discoverer 8 situé sur une autre orbite similaire. En 1998, une image prise lors de la mission STS-88 est associée au Chevalier Noir. En réalité, ces images ont été prises en décembre 1998 lors du premier vol de la navette Endeavour vers la station spatiale internationale. Au cours d'une sortie dans l'espace, l'un des astronautes a laissé s'échapper une couverture thermique qui devrait être apposée sur une partie de l'appareil. Elle est brûlée dans l'atmosphère terrestre peu de temps après, mais les histoires farfelues qui se racontent autour du Chevalier Noir sont loin d'avoir disparu. D'ailleurs, les images de la NASA sont toujours accessibles, contrairement à ce qu'avancent les théoriciens du complot. Le bateau Marie Céleste. La Marie Céleste était un brigantin américain qui fut découvert abandonné au large des Açores le 4 décembre 1872. Et on le surnomme aussi le bateau fantôme. Le 5 décembre 1872, le cargo anglais Dei Gratia repère un brick qui dérive dans l'Atlantique Nord à mi-chemin entre les Açores et le Portugal. Le voilier zigzague curieusement et presque toutes ses voiles sont carguées. Le capitaine du cargo, David Morehouse, s'aperçoit avec stupeur qu'il s'agit de la Marie Céleste. Fait du hasard, il a dîné à bord du voilier avec son capitaine Benjamin Spooner Briggs un mois plus tôt. Quelques jours après, la Marie Céleste a parié pour Gênes avec une cargaison de 1700 tonneaux d'alcool pur. À bord, en plus de 700 hommes d'équipage, se trouvait la femme du capitaine et sa petite fille de 2 ans. Le bateau ne répondant à aucun signal, Morehouse se décide à monter à bord avec 3 hommes. Le vaisseau se révèle désert et sans canot de sauvetage. Dans les cales, il découvre la cargaison d'alcool et de la nourriture pour au moins 6 mois. Le capitaine Morehouse s'étonne du désordre indescriptible qui règne dans la cabine du capitaine. Dans les carrés des matelots par contre, tout est en ordre. Le compas et les autres instruments de navigation sont cassés ou ont disparu. La dernière mention portée au journal de bord date du 25 novembre. Apparemment, la navire dérive depuis près de 2 semaines et a parcouru environ 500 000. La disparition des lacs. Au Chili, en pleine région des Patagonies, le lac Riesco aurait soudainement disparu en l'espace d'une nuit. Cette étrange histoire s'est déroulée le 30 mai 2016. Le lac Riesco est un lac de taille assez importante, environ 14 km² pour une profondeur moyenne de 72 mètres et une profondeur maximum de 130 mètres. En l'espace d'une nuit, le lac qui se trouvait là se serait vidé intégralement. Les médias locaux se sont rapidement saisis de l'affaire, publiant de nombreuses photographies avant et après. Personne ne sait ce qui se passe là-bas. Le manque d'informations de toutes les équipes officielles augmente le mystère. Une gouffre, faute géologique ou manque de pluie? Le lac Riesco a presque complètement disparu des cartes et personne ne sait pourquoi. Le même phénomène s'est déroulé en Bolivie.
Le lac Popo est considéré comme la deuxième plus grande étendue d'eau en Bolivie. Situé sur les hauteurs à l'ouest du pays, le lac est aujourd'hui complètement asséché, victime du réchauffement climatique. Cette disparition est une véritable catastrophe écologique. Il semble difficile à croire que le lac Popo était le second lac le plus grand en Bolivie, après le célèbre lac Titicaca. Ce qui lui est arrivé est un véritable désastre, une catastrophe écologique de grande ampleur. Victime de changements climatiques et des diverses négligences industrielles, ce lac salin a aujourd'hui complètement disparu, laissant derrière lui une immense surface désertique d'environ de 4000 km². Des grenouilles à l'intérieur des rochers. Retrouvés prisonniers dans des pierres telles que le calcaire, l'argile ou les grévoirs, plus rarement du charbon ou du bois. Ces animaux présenteraient des signes de vie malgré leur enfermement prolongé. Bien que les animaux concernés soient généralement des grenouilles ou des crapauds, des lézards et des tritons auraient également été découverts. Dans certains récits, ces animaux sont pleins de vie de leur exposition à l'air libre, tandis que dans d'autres, plusieurs minutes sont nécessaires pour qu'ils reviennent à la vie. Voici quelques exemples historiques. En 1186, une grande pierre constituée de deux pierres plus petites liées par une substance adhesive qui cachait en son centre un crapaud vivant portant une chaîne en or autour de son cou. En 1664, comte Fürstenberg possédait une pierre ronde contenant une grenouille qui coincait lorsqu'il soulevait. La pierre aurait fini par être brisée et la grenouille vivante s'en serait échappée. Le mystère du col Dyatlov. En 1959, une expédition des 10 étudiants et guides de l'école polytechnique de l'Oural disparut mystérieusement près du mont Autortin, à l'exception d'une personne qui avait rebroussé chemin pour cause de maladie. Tous les randonneurs sont retrouvés morts dans des circonstances extrêmement bizarres. Leur peau présente une couleur orangée, les cheveux ont viré au grisâtre, certains sont uniquement couverts de leurs sous-vêtements. Mais le plus étrange dans cette histoire, c'est que les corps se trouvent à près d'1 kilomètre du campement. Seuls 2 étudiants portent des marques externes des blessures. Une victime a la langue coupée et la tente du campement a été déchirée de l'intérieur. Qu'a-t-il bien pu se passer pour que l'expédition quitte le campement si rapidement? Attaque d'une tribu ou d'un animal sauvage, expérience militaire secrète ou ovni? Jusqu'à maintenant, il n'y a aucune explication à ça.